Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Yaoundé au Cameroun, émission consacrée au processus électoral en cours dans ce pays, processus qui doit conduire à l'élection d'un nouveau président le 7 octobre prochain. Aujourd'hui, le grand débat d'Africa 24 s'intéresse à la question anglophone, la crise anglophone, pour utiliser l'expression appropriée. Comment s'en sortir? C'est la question que nous posons. Et pour y répondre, nous avons 4 invités sur ce plateau. D'abord, M. Félix Mbayou, il est ministre délégué au ministère des Relations extérieures, chargé du Commonwealth. Bienvenue, Monsieur le ministre. Merci de m'avoir invité. Vous représentez le candidat Paul Biya. Bien ça. Également avec nous, M. Sam Séverin Ango, il représente le candidat Ndifor Afanwi. Merci, monsieur. Merci, bonsoir. Également avec nous, M. Nekdem Assongmo, il est chef du service politique au quotidien Le Jour, c'est le quotidien camerounais. Il est journaliste politique. Merci beaucoup. Bonsoir. Également avec nous, M. Parfait Mvoum, il représente le candidat Joshua aussi. Merci beaucoup, M. Mvoum. Bonsoir. Nos téléspectateurs sont partie intégrante dans cette émission. Ils peuvent répondre à la question que nous leur avons posée. Que pensez-vous de la gestion de la crise anglophone? Que pensez-vous de la gestion de la crise anglophone? Les réactions sont attendues sur nos différentes plateformes Facebook et Twitter qui s'affichent à l'antenne. Qui s'affichent, bien entendu, à l'antenne. Que pensez de la crise anglophone? Comment s'en sortir? Élément de réponse dans ce sujet réalisé par Viviane Baoken. Depuis fin 2016, les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun sont vent debout pour protester contre ce qu'elles estiment être un traitement inégal en leur défaveur de la part du gouvernement. Les revendications de ces derniers mois ont d'abord été assez apolitiques avant de se muer en une véritable poussée de fièvre. Au départ, il s'agissait d'une série de grèves organisées par les enseignants et les avocats anglophones pour dénoncer le peu d'intérêt que les autorités réservent à leurs desiderata. Ensuite, le conflit s'est généralisé et les revendications revêtent désormais un caractère militant et politique. Nous avons dans le nord-ouest, le sud-ouest, 200 000 personnes déplacées internes, 40 000 réfugiés qui sont au Nigeria, plus de 500 personnes tuées, civiles et militaires, des milliers qui sont aujourd'hui infirmes pour la vie, sans oublier le fait qu'il y a au moins 60 000 élèves qui n'ont pas été scolarisés cette année académique. Donc l'urgence, à mon avis, c'est quoi? C'est de réintégrer ces populations. Face à l'amplification des événements, le gouvernement a mis en place des cadres juridiques, administratifs et humanitaires afin d'ouvrir le débat et porter assistance aux victimes. En janvier 2017, une commission du bilinguisme et du multiculturalisme est créée avec pour mission d'assurer le suivi et la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l'anglais et du français de langue officielle d'égale valeur. Et le 20 juin 2018, le Cameroun a débloqué près de 12 milliards de francs CFA en faveur d'un plan d'assistance humanitaire. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest décidé par le chef de l'État vise globalement à rétablir un cadre de vie propice à l'épanouissement et au développement de communautés affectées, fournir une assistance humanitaire d'urgence aux populations affectées, assurer la réinsertion socio-économique de populations affectées, promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Pour apporter des solutions pacifiques à cette crise, les autorités administratives, religieuses et traditionnelles de ces régions ont exigé l'ouverture d'un débat sur le fédéralisme et la réinstauration d'un système d'équité pour tous les citoyens, entre autres. Dans cette continuité, l'Église catholique a été annoncée comme potentiel médiateur pour ce conflit. C'est donc dans cette perspective qu'une conférence générale des anglophones est prévue en novembre 2018. On aimerait bien que ce soit une occasion, une première occasion. Il faut commencer quelque part et nous prenons cela parce que nous nous disons il faut exploiter toutes les opportunités qui peuvent permettre aux Camerounais de s'asseoir, de se parler et de s'organiser. Au-delà de toutes ces résolutions, la crise s'enlise et prend des proportions différentes. Le défi aujourd'hui est de mettre en place un véritable cadre de dialogue national avec une implication de toutes les parties prenantes. Alors, M. Assongmo, quand on cherche à comprendre les origines réelles de la crise anglophone, certains estiment qu'il y a eu un certain nombre de frustrations qu'on a notées au niveau des populations anglophones. Même d'autres estiment qu'il faut remonter dans l'histoire. Quelles sont les vraies raisons de cette crise, selon vous? Non, en effet, il faut remonter dans l'histoire. Et la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a une communauté qui
en 1961, a accepté de se mettre ensemble avec une autre communauté. Je parle ici de la partie anglophone du Cameroun, qui constituent aujourd'hui les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, et qui ont subi la colonisation de la Grande-Bretagne. Et en 61, donc, après l'indépendance du Cameroun, disons, français, cette partie anglophone avait décidé, donc, à la suite d'un référendum, de se rattacher à leurs frères d'antan, puisque la colonisation avait conduit à la séparation de la grande population de ce qu'on peut appeler le Cameroun aujourd'hui. Donc, et il faut relever qu'ils avaient quand même le choix de se rattacher à un pays voisin qui était le Nigeria. Mais ils ont décidé de se rattacher au Cameroun. D'ailleurs, une partie était partie au Nigeria. Alors, on part donc de là. Et on est parti sur un système d'un État fédéral. Mais je vous assure que dès les premières années du fédéralisme au Cameroun, il y a eu des sonnettes d'alarme qui étaient déjà tirées pour dire il faut tenir compte de cette minorité-là. Parce que c'est ça la question en fait. C'est la gestion d'une population qui est minoritaire dans un pays dominé par une autre population de culture française ou francophone. Donc, dès les premières années, il y a eu d'ailleurs des universitaires. Je me souviens par exemple de l'historien Bernard Fonlon, qui dans un article très connu dans les milieux universitaires, attirait déjà l'attention. Ensuite, il y a eu la réunification. C'est-à-dire on est parti de l'État fédéral pour l'État unifié en 1972. Et dès cet instant-là également, il y a eu une sonnette d'alarme qui disait déjà il ne faudrait pas phagocyter cette partie, cette population-là. Très bien, ça veut dire qu'il y a eu 2 fois la sonnette d'alarme qui a été donnée. Non, pas 2 fois. En 84 déjà. En 84 ensuite. Lorsque le nom de l'État change également. On passe de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun tout court. Là encore, il y a eu une frustration au niveau de la population anglophone qui estimait par exemple que rien que l'appellation de l'État les effaçait. Parce qu'en fait, on revenait à la République du Cameroun de 1960, qui était francophone. Vous voyez. Mais est-ce que vous comprenez avec moi quand même que vous venez de dire qu'il y a différents systèmes qu'on a expérimentés, mais chaque fois ça génère toujours des problèmes. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne marche pas. Non, oui. Il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est la gestion d'une minorité dans un État. Et c'est ce problème qui est posé depuis des années. Merci, M. Assangbo. M. Ango, de votre point de vue, est-ce qu'à un moment donné, on a raté quelque chose de fondamental qui, aujourd'hui, se révèle être irrattrapable? Moi, je ne voudrais pas rentrer dans les profondeurs de l'histoire. Je crois que la crise dite anglophone, cette terminologie ne me convient pas. Personnellement, il me semble, parce que lorsque les derniers événements ont déclenché jusqu'à l'enlisement que nous avons aujourd'hui, j'étais encore en poste dans un groupe de presse, radio et télévision de la place. Donc, je connais un peu le déroulement. Véritablement, il s'agit d'une crise camerounaise profonde. Aujourd'hui, une crise de gouvernance qui met au grand jour les limites de l'État central de Yaoundé à pouvoir solutionner la question essentielle du développement des populations locales. Nous sommes là véritablement dans quelque chose qui n'a pas permis de bien déceler le problème, je veux dire au niveau de tous ceux qui ont été en charge de tenter de le régler. Vous avez vu un ensemble de solutions. Tout à l'heure, j'apprécie le reportage de Madame Baoken qui a bien fait la chronologie en rappelant que parmi l'ensemble de solutions qui avaient été proposées, il y a eu au dernier moment récemment quelque chose qu'on a appelé le plan d'urgence humanitaire, et nous étions déjà là pour nous alarmer, pour nous inquiéter
s'inquiéter de cela en se disant on ne peut pas prévoir une reconstruction lorsque la guerre n'est pas terminée. Parce qu'aujourd'hui, on est bel et bien en situation de guerre dans cette partie-là. Que ce soit le plan d'urgence humanitaire ou bien la commission dite de multiculturalisme et du bilinguisme qui a également été mise sur pied dans la foulée comme l'une des premières solutions adaptées à la question, c'était complètement à côté de la plaque. Parce que cette commission a plutôt servi à enrichir davantage les mêmes personnes qui sont déjà connues et qui sont pratiquement vomies aujourd'hui sur la place. L'élite locale de la partie anglophone, ça c'était également l'une des solutions qui avait été préconisée au départ. Le chef de l'État, fuyant de faire face au problème, a choisi de demander à tous ceux qui sont ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest d'aller régler le problème de leurs frères. Sauf que ces personnalités ont systématiquement été repoussées et rejetées. Donc, moi je dis c'est une crise fondamentale du développement camerounais. Moi je suis, vous arrivez au Cameroun, je suis originaire de la région du Sud, mais je suis parfaitement solidaire de ce qui se passe là-bas parce que dans le Sud, même comme dans l'Est, on vit pratiquement les mêmes choses. Aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité d'avoir accès à simplement la simple circulation, si je peux me répéter. Bon, je n'ai pas été exactement à l'heure où vous m'avez demandé d'être dans vos studios aujourd'hui parce que les routes, ce qui sert de route en zone urbaine au Cameroun aujourd'hui, dans la plupart des cités, n'est pas en mesure d'être emménagé. Nous avons la plupart des villes qui sont extrêmement difficiles à circuler. À Bamenda, c'était le même problème lorsque ça a démarré. Il y a un des célèbres prisonniers qui s'appelle Manchou BBC, qui est toujours détenu. Lorsqu'il a commencé à manifester, il demandait simplement à ce qu'on puisse réaménager les routes. Et il a donc été rattrapé par la police du pouvoir. Donc aujourd'hui, ce sont des revendications irrédentistes. Certes, on peut parler fondamentalement d'une volonté d'autonomisation, mais je vous assure, ce sont les mêmes problèmes qu'on vit dans l'ensemble des régions. Donc vous estimez que vous êtes solidaire des revendications de ceux-là aujourd'hui qui se sont révoltés? Oui, solidaire, je le dis, nous tous Camerounais. C'est-à-dire qu'on vit à peu près les mêmes situations. Donc aujourd'hui, le gouvernement est dos au mur parce que c'est eux qui ont fait preuve de laxisme et de condescendance à travers les déclarations, j'allais dire complètement irresponsables des ministres en place depuis le début du déclenchement. Le garde des Sceaux, le ministre de l'Enseignement supérieur, tout ce beau monde, ils ont minimisé la crise, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème dans cette partie du pays du tout. Merci, donc aujourd'hui, on est bien obligé d'observer qu'on est coincé. On va demander à M. Mbayou, aujourd'hui, quand on écoute quand même les populations anglophones qui se révoltent, ils estiment qu'ils sont marginalisés, qu'ils sont discriminés et que les ressources du pays ne sont pas équitablement réparties. Est-ce que vous vous retrouvez quand même à travers ces revendications-là? Merci, M. Boton. Avant de répondre directement à votre question, je demande l'indulgence des téléspectateurs au cas où j'écorne quelques mots de français, puisque le français n'étant pas ma première langue. Mais ceci dit, j'aimerais corriger quelques éléments d'histoire qui a été présenté tout à l'heure. Donc vous êtes anglophone, vous voulez dire? Je suis anglophone, né à Bamenda, grandi à Bamenda. Région concernée par cette crise. Concernée, c'est ça. Donc, pour moi, ce n'est pas une fiction, c'est ce que je vis dans la chair. Donc, pour dire ceci, l'histoire du Cameroun, le Cameroun est une création allemande. Le Cameroun, après la guerre, a été mis sous mandat de la Société des Nations. Une partie administrée par la France, l'autre partie par la Grande-Bretagne. Quand les Nations Unies sont créées, le Cameroun devient un pays sur tutelle. Donc le Cameroun n'a jamais été une colonie, ni de la France, ni de la Grande-Bretagne. Ça a été une colonie allemande. En 60, la partie francophone est devenue accéder à l'indépendance le 1er janvier. Quand le tour de la partie, le Southern Cameroun est arrivé, il y a eu plébiscite et on a posé deux questions. Voulez-vous accéder à l'indépendance en vous joignant à la République fédérale du Nigeria ou bien en vous joignant à la République... C'était pas le biais d'un référendum, c'est ça? C'était un plébiscite à deux questions. Après cet référendum, on a créé l'État fédéral. Comme l'a raconté tout à l'heure.
que vous répondiez à ma question de Je veux répondre parce qu'il faut éviter le révisionnisme. Il faut corriger les faits d'histoire. Oui. En 1972, on a créé un État unitaire à la suite d'un référendum. Donc, pour répondre à votre question concernant les revendications, le chef de l'État lui-même a reconnu qu'il y a eu des revendications légitimes. Les problèmes posés par les enseignants ou bien par les avocats étaient des problèmes jugés légitimes par le chef de l'État. Voilà pourquoi il a créé des commissions. Une commission pour traiter des questions posées par les avocats et les solutions ont été apportées. Les avocats, voilà pourquoi aujourd'hui, par exemple. Monsieur Bayo, ça veut dire que vous reconnaissez que les revendications sont légitimes, mais comment est-ce qu'on a pu laisser faire? Pourquoi n'avoir pas prévu? Parce que gouverner, c'est prévoir. Si on avait anticipé sur un certain nombre de choses... Je veux vous dire, Monsieur Boton, oui. On parle tellement de ces questions et oubliez que beaucoup a été fait et beaucoup est en train d'être fait. Je vous répète donc que les avocats ont posé des problèmes sur la traduction de certains textes en langue anglaise. Ça a été fait. Le fait que certaines juridictions dans la partie de ces deux régions étaient coiffées par des magistrats francophones qui ne parlaient pas l'anglais, ce problème a été remédié. Ils ont posé le problème au niveau de la Cour suprême. Aujourd'hui, le président de la Chambre judiciaire est un anglophone. Les enseignants ont posé des problèmes aussi, que le chef de l'État a trouvé légitime. Voilà pourquoi, à l'université de Bamenda, par exemple, aujourd'hui, il y a une école polytechnique. Et d'ailleurs, l'université de Bamenda est parmi toutes les universités du Cameroun, l'université qui a le plus grand nombre de facultés et des institutions. Oui, mais donc, Monsieur Bayo, quand vous dites qu'il en a posé un certain nombre de problèmes, on y a apporté des solutions, je doute un peu parce que apparemment, de nombre d'observateurs aujourd'hui ont dit que dès que les problèmes ont été posés, la solution du gouvernement était d'abord la répression. Vous aurez le temps de répondre à cette question. Mais d'abord, je vais demander à M. Mvoum, quelle légitimité accordez-vous aux problèmes posés par les anglophones, les éléments déclencheurs de la crise qu'on vit aujourd'hui? Merci. Disons que, comme vous l'avez relevé, je peux vous dire que la crise anglophone a une origine politique. C'est un problème de gouvernance. Au-delà des faits historiques, au-delà de la trajectoire historique et culturelle, il y a un réel problème de gouvernance au Cameroun. C'est ce qui a amplifié la crise. Parce que bien avant cela, évidemment, il y avait des revendications et le pouvoir de Yaoundé n'a de cesse d'emprisonner ceux qui revendiquaient le 1er octobre, de les enfermer. Et il y a eu un déclencheur en 2016 avec le mouvement justement des avocats qui ont été bastonnés. Ça, on refuse de le dire. Des étudiantes qui ont été roulées dans la boue, des Camerounais, Internet qui a été coupé, ceux avec lesquels on négociait. Comme nous sommes sur cette table, le lendemain, on apprend qu'on nous a jetés en prison, alors que nous sommes sur une table de discussion. Cela a amplifié la crise. Et aujourd'hui, c'est vraiment regrettable. Évidemment, il y a des revendications dans tout le pays, mais il faut reconnaître que la zone anglophone, les zones du nord-ouest et du sud-ouest ont leurs spécificités. Et cela n'a pas été traité comme ça devait être fait. Et pour cela, on a refusé le dialogue. On a fait un semblant de dialogue et aujourd'hui, on a les résultats. La situation est allée de mal en pire. Et pourquoi? Justement parce que en janvier, quand on arrête les leaders qui ont commencé des revendications, on passe 8 mois parce qu'ils sont en prison. Et ça permet aux séparatistes d'avoir le vent en poupe. Voilà pourquoi est-ce que la crise s'est amplifiée. Et il n'est pas normal
qu'après 2 ans, 3 ans, qu'un chef d'État ne se rende pas sur les lieux, ne se rende pas dans cette zone. C'est du jamais vu. Vous voulez dire que le président sortant ne s'est jamais rendu dans la zone anglophone, c'est cela? Il ne s'est jamais rendu, il n'a pas fait grand-chose, il a créé, et au contraire... C'est pas se rendre là-bas qui règle le problème. Et je peux aller, depuis Yaoundé, on peut gérer. Je peux aller plus loin. Oui. Je peux aller plus loin. Ceux qui ont commencé cette crise ont été promus. Le ministre de l'ATI, le ministre... Ceux qui ont commencé cette crise, c'est-à-dire... Les meneurs, vous l'avez dit? Non, ceux qui ont amplifié cette crise dans les élites. Oui, les élites. Et je vous dis pourquoi. Oui. Justement parce que quand on a posé ce problème, le MINAT actuel a dit qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Madame... Oui, M. Ango l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est pour vous dire que le fait d'avoir promu cela est un signe pour nos frères de la zone que le président de la République ne voulait pas résoudre ce problème. Monsieur, vous merci. Monsieur Ango, je reviens vers vous en disant, la crise, elle a toujours existé, comme on l'a dit, de par les faits historiques. On a essayé de gérer, mais est-ce que cette fois-ci, les meneurs ne sont pas allés un peu trop fort pour qu'on en arrive à la situation aujourd'hui où on ne sait pas comment s'en sortir? Est-ce qu'ils n'ont pas été un peu trop forts, un peu trop exigeants? Non, je pense qu'au début, le Camerounais est un peuple pacifique. Hein. Je pense... Comme tous les peuples. Hein. Il n'y a pas de peuple que je connaisse qui soit rebelle, guerrier. Non, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a une lettre importante. Je crois que M. Mbanyou a pu lire le propos de M. John Goufoncha lorsqu'il démissionne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est votre parti, qui est né à Bamenda, je vais le rappeler. Il a énuméré un ensemble de choses et de frustrations dont il a été victime en tant qu'un des tout premiers leaders historiques venant de cette région du pays. Il avait régulièrement été ostracisé dans bien de cas, étant donc obligé à la fin de quitter la barque en rappelant que le chef de l'État ne l'a jamais véritablement écouté. C'était un révélateur, un indicateur de ce que aujourd'hui l'État, comme le rappelait M. Voum, n'a pas donné de volonté du tout, parce que vous faites bien de minimiser la question du déplacement du chef de l'État sur la place, mais vous savez bien, vous qui résidez en France, que dès qu'il y a déclenchement d'une moindre crise à un endroit, même au niveau de la Corse, on voit le chef de l'État central se rendre là-bas. Nous avons longtemps dépassé. Donc vous tablez sur le symbolisme que représenterait le déplacement du chef de l'État. Au-delà de la simple valeur symbolique, il a été élu, c'est ce qu'on nous rappelle, même si nous on a une opinion différente, parce qu'on sait qu'assez régulièrement, l'élection du chef de l'État, Paul Biya, est adossée sur des considérations complètement frauduleuses. Mais passons, il est donc là représentant les populations. Alors une partie de ces populations est en train de souffrir. Vous avez écouté M. Akeremouna tout à l'heure, avec qui j'ai travaillé depuis le début de cette campagne, nous rappeler qu'il y a au moins 200 000 personnes déplacées internes, beaucoup de réfugiés. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un chef de l'État ne puisse pas prendre conscience de cela? Donc il n'y a pas de volonté du tout. Donc vous dites que les sécessionnistes ou bien les meneurs sont allés un peu trop loin. À la base, il y avait les premiers interlocuteurs, c'était quand même des avocats qui avaient été arrêtés, interpellés, M. Arbo Bala en Congo. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils ont été un tout petit peu ramenés à la table de discussion et à une espèce de mangeoire parce qu'ils n'ont plus la possibilité de revendiquer. Ceux qui sont présentés comme des sécessionnistes aujourd'hui, au départ, on ne les voyait pas. Nous sommes désolés, c'est l'État qui a laissé que les choses puissent s'empirer. Et aujourd'hui, on est bien malheureux, nous, d'assister à cette amplification. Et il va falloir quand même qu'on aille discuter avec tout ce beau monde. Merci, M. Ango. Avant de recueillir quand même le point de vue de M. Assongbo par rapport à ce qui a été dit, je vais d'abord demander à M. Mbayou, est-ce qu'aujourd'hui, vous confessez quand même que l'approche du départ a été biaisé, a été mal conçu et qu'aujourd'hui, vous courez pour rattraper une situation que vous auriez pu maîtriser dès le départ? L'approche de départ a été mal comprise, pas mal conçue. Ah. Parce que... Ici, ça a été mal compris, ça que vous l'avez mal enseigné ou mal expliqué. Mal compris. Parce qu'au départ, quand monsieur parle des gens qui ont été arrêtés, oui, dans toute république, il y a des lois qu'on doit respecter. Et tout désordre public est réprimé. C'est un désordre public comme ça qu'aujourd'hui, vous qualifiez cela? Vous suivez-moi. D'accord, je vous en prie. Parce que lui, il parle des avocats ou bien de Mancho BBC qui a été arrêté. Mancho BBC a été arrêté parce que
il perpétrait un désordre public. Pas à cause du fait qu'il revendiquait quelque chose. La preuve, c'est que beaucoup de gens qui revendiquent sont toujours dehors aujourd'hui, qui parlent avec beaucoup sont en prison aussi. Hein, ceux qui sont en prison sont en prison parce qu'ils ont enfreint la loi. Ça, c'est deux choses différentes. On peut revendiquer, mais dans le cadre de la réglementation de la loi. Bon, je constate par exemple que monsieur dit tout et il ne dit rien. Monsieur Ngo, je m'excuse, le nom est un peu compliqué. C'est pas compliqué. D'accord, monsieur Ngo, là n'est pas le problème. Monsieur Ngo ou bien Ngo, peu importe. Je Monsieur respecte Ngo, oui, monsieur Ngo. Oui, oui. Je veux dire, il dit une chose au son contraire. Quoi, parce que lui, il dit que on a mis les gens en prison. Il parle d'Agbobala. Au moment où on libère Agbobala, il dit qu'on a libéré Agbobala parce qu'on l'a mis dans la mangeoire. C'est une insulte à cette personne. Et je crois que vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Parce que jusqu'aujourd'hui, M. Agbobala est parmi les plus grands profondeurs du gouvernement. Donc de dire que lui, il est dans le mangeoire, c'est une insulte et peut-être vous ne le connaissez pas. Et vous ne connaissez pas. Pour vous, quand je vous entends parler, je constate que pour vous, ce débat, c'est comme un spectacle. Non, c'est une question de vie et de mort. Écoutez-moi, messieurs. C'est une question de vie et de mort pour beaucoup d'entre nous. Oui. Vous parlez de cette question de Yaoundé. Vous parlez du fait que le président de la République n'est jamais parti là-bas. Je me demande si vous-même, vous n'avez jamais mis pied à Bamenda ou bien vous comprenez de quoi vous parlez. Attention, monsieur le ministre. Il ne s'agit pas de la même... Non, écoutez. Oui. Pour dire ceci, le président de la République a été à Bamenda plusieurs fois. 3 fois. Voilà qui... 3 fois. Oui. Qu'il a été à Bamenda. Il a créé... Depuis que la crise a commencé. Hein? Non. Depuis qu'il est... Depuis 36 ans. Mais il n'a pas été... Monsieur le ministre, je vais vous laisser développer. Laissez-moi développer, s'il vous plaît. C'est parce qu'on est obligé de marquer une pause, monsieur le ministre. Je vous en prie. Oui, j'aimerais revenir là-dessus. Oui, parce que c'est très important d'éviter de tromper les spectateurs. Mais quand on va revenir, on va donner la parole à M. Songbo qui va quand même analyser les quelques minutes qu'on a déjà épluchées dans cette émission, chers téléspectateurs. Nous allons marquer une pause, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants.